bonjour à toutes et tous. Donc, merci pour cette introduction. Donc, du coup, ce qu'on vous propose au sein du collectif qui travaille sur le projet, c'est de faire un point sur le dépérissement du 161-49C et plus à même sur la question est-ce qu'il existe un lien ou non avec l'alimentation minérale du CEP. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous rappelez quelques éléments de contexte. Donc, pour rappel, le 161-49C est un porte-greffe qui a été obtenu par Georges Couder en 1888 et qui est issu du croisement entre Vitis riparia, ici, qui avait une certaine sensibilité à la chlorose ferrique, et puis Vitis berlandieri, qui, lui, apportait une meilleure résistance à la chlorose. Quand on a commencé le projet, il y avait déjà un certain nombre d'acquis qui avaient été réalisés, notamment par la Chambre d'agriculture de Côte-d'Or, à travers de nombreuses enquêtes à l'échelle départementale, mais également par d'autres collaborateurs, en particulier par l'IFV, avec l'équipe d'Anne-Sophie Spilmont, et également par l'Institut Agro Montpellier, avec l'équipe de Laurent Torregrosa. Donc, certaines hypothèses avaient déjà été éprouvées et réfutées. En particulier, est-ce que l'origine pouvait être associée au matériel végétal propre, des clones par exemple de porte-greffe, ou l'interaction porte-greffe-greffon. Donc ça, à travers des enquêtes et des observations de terrain, cette hypothèse a été réfutée. Est-ce qu'il pouvait y avoir une origine pathologique, en particulier virale, puisque les symptômes de dépérissement peuvent ressembler à certains symptômes de virose. L'hypothèse a également été testée par des tests d'assainissement au niveau de la Chambre d'agriculture de l'Aude et a été également réfutée. Le taux de reprise au greffage a été évalué et l'hypothèse a été réfutée. Le lien avec le stress hydrique a été éprouvé en conditions contrôlées, en essayant de mimer en fait des situations où on avait fait des apports d'eau assez importants, puis des périodes de sécheresse, pour voir si du coup ça générait les symptômes de dépérissement. Vu que les symptômes de dépérissement n'ont pas été obtenus, il a été conclu que possiblement, en tout cas ce n'était pas le facteur déclenchant à lui seul. Le lien avec la compaction du sol avait été observé et évalué également. Et par rapport à ça, il avait été conclu à travers des enquêtes que ce n'était pas forcément un lien évident, mais que ça pouvait mériter d'être réévalué par la suite. Donc, à travers toutes ces observations, on voit que si le 161-49C est évidemment un facteur prédisposant, il peut y avoir des facteurs contributifs et aggravants qui pourraient être associés notamment aux paramètres du sol. Et vu qu'il n'est pas rare de retrouver en marge des lunes de dépérissement des symptômes de carence potassique, d'où l'hypothèse qu'il puisse y avoir un lien entre la disponibilité minérale et du coup le déclenchement du dépérissement. Donc le projet Aptitude est né de cette réflexion et il est financé par la région Bourgogne-Franche-Comté puisque c'est un partenariat finalement et un projet qui est régional au sein de la Bourgogne, le BIVB, la TVB et les pépinières Guillaume. Dans ce projet qui est né sous l'impulsion de vous, les professionnels régionaux, donc à l'échelle des viticulteurs. On a donc effectué un partenariat régional qui se voulait intégratif et transdisciplinaire. Donc pour ce faire, vous voyez que sont impliqués la TVB, donc notamment Laurent Anginot, l'UMR Agroécologie, dont j'appartiens, et ainsi que Pierre-Emmanuel Courty, les différentes chambres d'agriculture, celle de Côte-d'Or avec Marion que vous avez vue, et puis Thomas Gourou, celle de Saône-et-Loire avec Christine Dubu, la CRA-BFC avec, à l'époque, sur la première année du projet, Claire Grosjean, et puis le laboratoire SEMS avec Rémi Chausseau et les pépinières Guillaume avec Pierre-Marie Guillaume. Donc dans l'hypothèse qui a été émise au sein de ce projet, en fait, on est parti du constat qu'il y avait déjà des connaissances, à savoir dans l'interaction porte-greffe-greffon. Il a été montré que les sucres donc produits par la photosynthèse, ici dans les parties aériennes à l'échelle du greffon, restent bloqués dans les parties aériennes, ne redescendent pas dans les parties racinaires. Et à contrario, dans les parties racinaires, on a une accumulation en composés phénoliques, ce qui en général traduit une situation de stress.
Par rapport à tout ce qu'on a vu précédemment, notre hypothèse était de déterminer s'il y avait ou non des corrélations entre la nature physico-chimique du coup des sols et la biodisponibilité de certains éléments avec l'intensité du dépérissement. Donc dans ce contexte, on s'est intéressé du coup aux éléments biodisponibles à l'échelle du sol et en particulier à deux éléments fondamentaux, ceux qui sont associés généralement aux paramètres de vigueur, puisqu'on voit un dépérissement qui traduit un manque de vigueur du végétal. Et pour ces éléments qui traduisent du coup la vigueur, vous le savez, ce sont principalement l'azote et le potassium. Pourquoi regarder ces deux éléments de manière concomitante ? Parce qu'en plus, ce sont des éléments qui, à l'échelle du végétal, sont prélevés simultanément. Vous voyez que pour respecter les charges, en fait, un cation ici, le potassium, fait rentrer en même temps du nitrate chargé négativement. Et c'est sous une forme complexée que ça remonte par voie xylémienne, donc à l'échelle de la sève brute, pour être décomplexé dans la partie aérienne. Et ensuite, le potassium sera pris en charge par un composé carboné, le malate, pour être véhiculé dans la sève phloémienne. Donc dans ce contexte, et cette fois-ci pour répondre à une partie des questions posées, à savoir existe-t-il un lien ou une corrélation entre l'intensité du dépérissement et les éléments du sol, nous avons donc mis en place une étude qui s'est intéressée à une soixantaine de parcelles, puisque bien souvent ce qui est bloquant dans le fait de voir s'il existe des corrélations ou non, c'est l'effectif de départ. Donc pour avoir quelque chose qui s'avère statistique, il faut avoir un effectif suffisant. Et donc nous sommes partis d'une soixantaine de parcelles évaluées. Donc sur cette soixantaine de parcelles, on en avait 20 en Côte d'Or, une vingtaine en Saône-et-Loire, une dizaine dans l'Yonne. Donc là on est plutôt à l'échelle évidemment régionale sur des problématiques de dépérissement. Et on avait également une dizaine de parcelles dans l'Aude qui étaient des parcelles de référence pour lesquelles, en règle générale, le dépérissement n'était pas observé. Ce qu'on a recherché dans ces différentes parcelles, c'est d'avoir des niveaux de dépérissement distincts. Donc on avait des parcelles qui étaient non dépérissantes jusqu'à des niveaux de dépérissement très élevés, supérieurs à 60%. Ce qui était important, c'était d'avoir un seul porte-greffe, évidemment, dans les études, le 161-49C, de pouvoir avoir une traçabilité du matériel végétal et des pratiques faites. Donc c'est pour ça aussi que les pépinières Guillaume étaient importantes pour avoir cette traçabilité et remonter éventuellement sur la production des plants. D'avoir des exploitants différents qui nous permettaient également d'avoir des conditions pédoclimatiques distinctes. Sur ces 60 parcelles ont été faites des analyses de sol sur l'horizon 0,30 et de sous-sol sur l'horizon 30-60. Et sur ces différents prélèvements, une analyse physico-chimique a été conduite par le laboratoire César, une analyse de l'azote minéralisable a été conduite par le laboratoire SEMS et une analyse de pénétrométrie a été réalisée uniquement pour les parcelles de Côte d'Or par la TVB. Donc vous avez ici une illustration de ce qui a été fait à l'échelle d'une parcelle. Chacune des 60 parcelles a été cartographiée cep à cep, soit de manière entière ou sur un secteur de la parcelle. Et vous voyez qu'ont été notées les différentes souches sur une échelle suivante. Vous avez en vert les souches qui ne sont pas rentrées dans un état de dépérissement, donc qui sont asymptomatiques du dépérissement. En jaune, le début de dépérissement. En rouge, un dépérissement important. Et tout ce qui est grisé, ce sont les ceps soit morts, soit les complants. Donc, ce qui traduit la problématique du dépérissement avec arrachage lié à ce dépérissement. Ce qui a été fait dans un premier temps, c'est faire des prélèvements de sol et de sous-sol. Là, vous avez les 9 points ici noirs. Donc, ces prélèvements de sol et de sous-sol ont été faits selon un quadrillage pour être répartis au sein de la parcelle et avoir ce qu'on appelle une moyenne parcelle. C'est-à-dire que les 9 prélèvements, pour un horizon donné, ont été poolés et analysés d'un point de vue physico-chimique. En prime, nous avons du coup défini des placettes fortement dépérissante ici et une placette qui correspondait à une zone moins dépérissante, la moins dépérissante possible. Ça nous permettait, à travers des prélèvements faits dans ces différentes zones, de pouvoir du coup définir comment
se répartissent ces placettes par rapport à la moyenne parcelle, et est-ce qu'il y a des facteurs qui discriminent du coup la placette dépérissante d'une placette non dépérissante au sein d'une parcelle. Pour avoir du coup une évaluation statistique, nous avons réalisé une évaluation en analyse de composantes principales. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait par Jasmine Cadena, qui était une stagiaire de première année de master Vin Terroir à l'IUVV. Donc en fait, qu'est-ce qu'une analyse en composantes principales? Vous voyez ici, c'est une projection spatiale des différentes variables que nous avons suivies, tous les paramètres physico-chimiques du sol qui ont été rentrés. Et donc c'est une projection spatiale sur différents axes. Un axe correspond à ce qui est appelé une composante principale, c'est-à-dire un regroupement de variables explicatives. Donc ce que l'on a voulu faire dans un premier temps, c'est rentrer toutes les variables de caractéristiques physico-chimiques des sols, mais on n'a pas rentré la variable dépérissement, puisque ce que l'on souhaitait faire, c'était voir qu'est-ce qui justifiait la variabilité des parcelles sans regarder le facteur dépérissement, ce dernier étant projeté par la suite. Donc vous voyez que pour ces deux premières composantes, elles expliquent à elles seules plus de 50% de la variabilité. Et pour avoir une variabilité expliquée à plus de 70%, on a défini 4 dimensions. Ces premières dimensions ici sont expliquées principalement pour la première. Alors je suis désolée, j'ai le pointeur qui a un peu de mal. Pour la première dimension, elle est expliquée principalement par l'azote total et l'azote biologiquement minéralisable. Et la deuxième dimension est plutôt expliquée par les paramètres calcaire total et calcaire actif. Donc ça nous explique la variabilité du parcellaire d'étude. Et une variable est dite comme étant corrélée et explicative à ces dimensions si le vecteur, c'est-à-dire la flèche ici, est la plus proche possible du cercle des corrélations. Quand on projette le dépérissement, vous voyez que ce dernier, le vecteur est tout petit, il ne se rapproche absolument pas du cercle des corrélations, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de corrélation évidente entre le dépérissement et les paramètres physico-chimiques du sol. Et quand vous voyez, alors vous voyez peut-être pas très bien parce que c'est petit, mais vous voyez qu'il y a des petits points rouges et des petits points verts, et que les points rouges et les points verts sont complètement superposés. Les points verts représentent aux parcelles dans lesquelles on a peu ou pas de dépérissement. Les points rouges traduisent les parcelles qui dépérissent. Et vous voyez qu'on a un recouvrement. On est incapable, statistiquement parlant, de discriminer les parcelles dépérissantes des parcelles non dépérissantes sur la seule base des critères physico-chimiques du sol. Donc, si on cumule ces données, que ce soit sur l'horizon superficiel du sol 0,30 ou sur l'horizon 30-60, on n'arrive pas à conclure une corrélation évidente entre les paramètres physico-chimiques et le dépérissement. Ceci étant, si à l'intérieur des parcelles on reprend quelques critères, on peut voir par exemple une corrélation qui apparaît entre le niveau de dépérissement et la teneur moyenne en carbonate, à savoir plus on est dans une zone qui dépérit, ici en rouge, et plus la teneur en carbonate totaux est faible. Ceci est valable à l'échelle de l'ensemble des parcelles comme à l'échelle des placettes qui sont positionnées au sein d'une même parcelle. Pour autant, il reste encore des questions à se poser sur les récupérations de données, voir s'il existe une corrélation entre ce dépérissement et l'évaluation des stocks minéraux, puisque là on a raisonné en quantité. En fait, la pierrosité des parcelles n'étant pas la même, les stocks réels ne sont pas les mêmes, et puis savoir s'il peut avoir un lien avec la réserve utile et la pénétrométrie sur la partie Côte d'Or. Donc ça, c'est en cours d'analyse. On a voulu également s'intéresser à savoir comment le dépérissement pouvait impacter le fonctionnement racinaire et plus à même celui des radicelles, les racines fines qui vont prélever l'eau et les sels minéraux à l'échelle des parcelles. Donc dans ce contexte-là, dans les placettes dépérissantes et non dépérissantes de 4 parcelles
ciblées. Donc il y avait une parcelle à Marsanais, 2 parcelles à Vaune et une parcelle à Centenay. Nous avons échantillonné des radicelles. Et dans ces radicelles, à l'échelle de ces radicelles, nous avons regardé plusieurs paramètres. D'abord, la teneur en éléments minéraux, ici, pour voir finalement la biodisponibilité de ces éléments, puisque pour l'instant, on a regardé la quantité d'éléments dans le sol, mais ce n'est pas parce qu'ils sont présents que la plante les prélève. Donc, pour évaluer ce prélèvement, faut-il encore quantifier à l'échelle des racines ce que la plante a pu prélever. Ensuite, nous avons fait une étude anatomique pour regarder s'il existait des dysfonctionnements structuraux à l'échelle des radicelles. Et puis, nous avons des prélèvements qui sont réservés pour une analyse du microbiote, parce qu'on sait que le microbiote associé au végétal est également garant de la santé du végétal, en termes de biodiversité du microbiote associé. Et puis, une analyse de métabolites pour voir s'il y avait des métabolites signatures de ce dépérissement. Donc vous voyez ici les prélèvements de radicelles qui ont été faits, donc là les fragments de radicelles collectés, qui ont été réalisés sur les horizons 0,20 ou 0,30. Quand on a prélevé ces radicelles, on a prélevé en même temps quelques racines plus âgées pour voir comment elles se comportaient à l'échelle des ceps asymptomatiques ou dépérissants. Et vous voyez qu'on retrouve classiquement ce qui avait été déjà défini par l'IFV et l'Institut Agro Montpellier, à savoir sur les ceps asymptomatiques, eh bien, quand on fait des coupes fines, on arrive à voir toute la lumière des vaisseaux, donc on a une structuration qui est du coup correcte avec un fonctionnement hydrique qui semble non impacté. Et quand on regarde de plus près, dans les rayons, donc les rayons que vous voyez ici, entre les zones vasculaires. Dans les rayons, on a un certain nombre de petits grains qui apparaissent ici. Ce sont des amyloplastes qui sont spécialisés dans la réserve en amidon. Donc on voit qu'on a une bonne réserve carbonée qui est effectuée à l'échelle de ces racines. Maintenant, quand on passe sur les ceps dépérissants d'une même parcelle, eh bien, vous voyez que le taux d'obstruction vasculaire est très important, puisqu'on a très peu de vaisseaux fonctionnels. Donc on voit effectivement que ces vaisseaux ils sont obstrués par des gommes ou par des tiles. Donc les tiles, vous les voyez ici. Et dans les rayons, cette fois-ci, on a une disparition des amyloplastes, ce qui traduit bien qu'on a une mise en réserve qui a été largement affectée. Maintenant, si on passe à l'échelle des radicelles, donc celles qui prélèvent l'eau et les sels minéraux, la première chose qui nous a frappé dans nos prélèvements, c'est qu'on a un certain nombre de galles phylloxériques. Donc en soi, que ce soit, donc là on avait les galles et puis les pucerons dessus, que ce soit, donc les prélèvements avaient été effectués en juillet, que ce soit sur les parcelles dépérissantes ou non dépérissantes, les placettes dépérissantes ou non dépérissantes, on observe ces galles. Donc en soi, ça ne veut pas dire que c'est un facteur déclenchant, mais en tout cas, ça va être un facteur aggravant, puisque quand on a déjà une problématique de dépérissement sur des réserves carbonées, le puceron vient en plus prendre des sucres, donc évidemment, ça ne fait qu'aggraver la situation. Quand on regarde ce qui se passe à l'échelle anatomique, cette fois-ci, donc vous avez en haut les radicelles qui sont prélevées sur des ceps non dépérissants, et en bas, des radicelles prélevées sur la même parcelle, sur des ceps qui dépérissent. Sur un cep qui ne dépérit pas, on a une structure anatomique tout à fait normale. On voit ici le rhizoderme avec les poils absorbants. Tout le cortex ici est normalement structuré. Et le cylindre central, vous retrouvez ici les vaisseaux du xylème. Et là, on a le phloème qui va véhiculer la sève élaborée, donc les sucres. En revanche, quand on passe sur les ceps dépérissants, voilà la photo qu'on a. La partie superficielle reste plus ou moins intègre. Et ensuite, on a une digestion, une dégradation des cellules du cortex. Donc on voit très bien qu'on va avoir quelque chose d'anormalement structuré, probablement dysfonctionnel, et qu'à l'échelle du cylindre central, c'est pareil, le bois est mal structuré, ainsi que le phloème. Quand on regarde les éléments minéraux présents à l'intérieur de ces radicelles, on a regardé donc les teneurs en macroéléments et en oligoéléments. Et ici, on a fait le ratio de ces teneurs entre les ceps qui dépérissent et ceux qui sont asymptomatiques. Ça veut dire que quand vous êtes à 1,
il y a autant d'éléments dans les ceps dépérissants que dans les ceps non dépérissants. Et quand vous allez descendre à 0,5, ça veut dire qu'on a deux fois moins d'éléments dans les ceps dépérissants que dans les ceps asymptomatiques. Sur les macroéléments, finalement, azote et phosphore, on n'a pas trop de problèmes. On a à peu près autant d'éléments dans les deux types de ceps. Par contre, on commence à avoir des diminutions, effectivement, à l'échelle du potassium, du calcium ou du magnésium dans les ceps dépérissants. Ce qui est plus flagrant encore, ça va être les problématiques associées au manganèse et au fer, où là, on a des teneurs diminuées de moitié. Certains d'entre vous se sont vraisemblablement posé la question d'un lien possible avec une toxicité au cuivre. On a déjà entendu cette hypothèse. Donc vous voyez ici que la teneur en cuivre dans les ceps qui dépérissent est inférieure à celle des ceps asymptomatiques. Donc l'hypothèse d'une toxicité cuivre ne serait pas à prendre en considération. Voilà, donc en conclusion, par rapport à ces travaux, nous pouvons dire qu'on a affaire à un dépérissement qui est complexe, puisque pour l'instant, on n'arrive toujours pas à en trouver l'origine même. C'est possiblement multifactoriel, mais on a des hypothèses qui sont écartées, d'autres qui restent à éprouver. Est-ce que le sol reste un facteur clé? Probablement que oui, puisque c'est le substrat nutritif hydrominéral pour le végétal, et donc un des fondamentaux de la physiologie de la plante. Mais faut-il encore comprendre comment il contribue à ce processus de dépérissement? Et puis la physiologie radicellaire est certainement d'importance également, par rapport à l'implantation, au moment de la plantation, justement, l'implantation de ce système racinaire, le développement de ce dernier et son fonctionnement propre. Donc j'en profite pour remercier l'ensemble des viticulteurs partenaires du projet, l'ensemble des différents partenaires également du projet, que j'invite à rejoindre sur l'estrade pour que nous puissions de manière collégiale répondre à vos questions et échanger autour de cette problématique. Merci à vous.